Le secteur Ruïs-Brocéliande est celui qui se situe le plus au sud-est du territoire de Bretagne Conseil Élevage Ouest. Délimité à l'est par la frontière naturelle avec le département de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, il traverse au nord la forêt de Brocéliande et sillonne à l'ouest les villes de Josselin, Locqueltas, Auray, Quiberon ou encore Belle-Île-en-Mer. Ce secteur touristique, qui compte parmi son patrimoine de magnifiques vestiges naturels, compte aussi les sièges sociaux de nombreuses entreprises de renommée nationale, voire internationale, comme Yves Rocher à la Gacilly, le groupe Secab avec des marques comme Dossi ou Matine, le groupe Diana qui porte les marques Spi et Royal Canin, le groupe Sodial avec l'unité de fabrication d'emmental située à Malétroit, la fameuse marque Breise Cola ou encore la célèbre école d'officiers de Saint-Cyr, Coët-Quidan. Sur le secteur, l'activité volaille de chair se situe au premier rang français, la production d'œufs au second rang et la production de porc au troisième rang, juste derrière les Côtes d'Armor et le Finistère. Quant à l'activité laitière, elle représente 42% des exploitations morbihanaises et sa production place le département au sixième rang en France. Bonjour à tous et bienvenue à cet envoyé spécial BCL Ouest consacré au secteur Ruïs-Brocéliande. Vous venez de découvrir son dynamisme économique. Le secteur Ruïs-Brocéliande fait partie du département du Morbihan. Il est le 6e département le plus visité de France et le premier au niveau de toute la Bretagne. Son réseau autoroutier et sa forte urbanisation en font un secteur très prisé, à la fois des touristes et des nouveaux habitants. Au cours de cette émission, nous allons aller à la rencontre d'éleveurs pour qu'ils nous expliquent comment ils se sont adaptés aux différentes particularités de leur territoire, notamment le climat. Et oui, figurez-vous que sur certaines zones, on compte autant d'ensoleillement qu'à Biarritz. Écoutons plutôt Marc Leblanc, éleveur à Monteneuf, qui va nous faire partager la façon dont il gère son exploitation dans une zone très séchante. Alors Marc, tu es sur une zone particulièrement séchante. Comment organises-tu tes stocks de fourrage et ta saison de pâturage? L'année de pâturage a commencé plus tôt, fin janvier, début février, grâce à du RGH et un peu de RGI. Mais aujourd'hui, elle est complétée par une part de maïs, vu les conditions climatiques actuelles. Cette année, l'ensilage d'herbe a été réalisé pour faire face aux conditions sèches et difficiles. Quel est l'impact économique sur ton exploitation? Cela se traduit par un coût alimentaire de 20 à 30 euros supplémentaires, dû au stock plus important et au concentré. Les années séchantes, où les rendements sont très faibles, comment les agriculteurs s'organisent-ils pour pallier à ce manque de fourrage? Sur notre secteur, les périodes sèches sont régulières, une année sur 2 ou sur 3. Avec mon conseiller d'élevage, nous réfléchissons aux différentes solutions à mettre en place pour pallier au déficit fourrager. Comme l'a dit Marc tout à l'heure, on est confronté régulièrement à un problème de gestion des fourrages pour couvrir les besoins des animaux. Donc nous aurons à anticiper encore cet été par la mise en place de cultures dérobées, l'achat de substituts de fourrage, voire de maïs en silage chez les éleveurs qui n'en auraient pas besoin. Qui dit ensoleillement dit secteur attractif. Et oui, chaque année, le Morbihan accueille plus de 7000 nouveaux habitants. Naturellement, ceci n'est pas sans conséquence pour les éleveurs qui perdent des parcelles de terre au profit de l'expansion urbaine. Allons plutôt recueillir à ce sujet le témoignage de monsieur et madame Le Chapelain, éleveur laitier, installé à Crac, près d'Auray. Anne-Marie et André, quelle est la particularité de votre élevage? Nous sommes tout près de la ville d'Auray, à la périphérie, donc dans un lieu très propice, pas loin de Quiberon, pas loin de la Trinité, donc des lieux très convoités par les touristes. Alors l'inconvénient, c'est que nous sommes coupés par la voie express, donc on est obligé de mettre beaucoup de maïs pour une raison de stock, parce que les bennes ne peuvent pas aller sur les 2/3 de la surface. Quel a été l'impact de l'urbanisme sur votre exploitation? C'est que nous avons 25 hectares autour de l'exploitation et 50 à l'extérieur. Et dans les 50 à l'extérieur, on a 25 propriétaires différents. Et dans ces 25 propriétaires différents, on a plutôt les terres mis à disposition qu'avec des bails. Et c'est un peu le regret parce qu'aujourd'hui, les promoteurs sont à l'affût des propriétaires. Ils leur font signer des compromis aux dépens des exploitants. Et finalement, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire avec les propriétaires, c'est d'avoir des ententes cordiales. Et aujourd'hui, nous avons perdu 5 hectares, donc près de l'exploitation, qu'on a été obligé de trouver à l'extérieur. Donc un coût pour l'affouragement du cheptel plus élevé, le coût d'ensilage plus élevé, parce qu'il faut payer des remorques supplémentaires. Le climat ensoleillé attire de nouveaux habitants et de nombreux touristes chaque année.
En effet, le département du Morbihan voit sa population plus que tripler entre l'hiver et l'été sur certaines zones, avec pas moins de 1 500 000 touristes accueillis chaque année. Je vous propose de vous emmener à Sarzeau, visiter la ferme biologique de M. Bourvelec. Vous allez voir comment il a su tirer son épingle du jeu dans une zone très touristique. Monsieur Bourvelec, comment gérez-vous votre exploitation dans une zone touristique comme la vôtre? Il n'y a pas 50 solutions différentes, c'est où on voit l'intérêt d'être installé au niveau agricole dans une zone touristique, où on en fait un inconvénient de cette problématique, parce que ça peut être une problématique et dans certains cas c'est une problématique, mais on a décidé d'en faire un atout et on a donc ouvert la ferme, on a joué le jeu complètement, on est ouvert de 10h30 à 19h30 tous les jours, de Pâques à la fin des vacances de la Toussaint, donc c'est un lieu convivial où les gens se retrouvent avec leurs enfants, c'est gratuit. Bien sûr l'objectif c'est aussi de faire comprendre aux gens que la boutique dans laquelle on vend du fromage permet à l'exploitation d'exister. Mais on a vraiment joué le jeu de l'ouverture, du tourisme, de l'explication et de la traite. Tous les soirs à 17h30, vous avez du monde qui vient voir la traite des vaches. Et Isabelle, mon épouse, communique très très bien sur ce moment important de la journée. Dans un système comme le vôtre, qu'attendez-vous de votre conseiller? Il y a plusieurs choses. Il y a la partie gestion de l'animal pur et de la qualité du lait. Donc bien sûr, quand on a des veaux sur une période très courte, comme c'est le cas chez nous, il faut absolument gérer en amont aussi bien l'insémination que le vélage et ensuite la qualité du lait pour fabriquer le fromage. Et donc vous avez la partie contrôle laitier et la partie suivi technique au niveau du parcellaire et de la variété de l'herbe qu'il faut implanter sur la presqu'île d'Orlis. J'accompagne Gurvan dans son système de production qui vient d'évoluer vers l'agriculture biologique. Ainsi, nous avons pu mettre en place dès cette année un système de pâturage tournant. L'idée, c'est d'avoir des prairies plus productives et ainsi améliorer les performances du troupeau. Voilà. Si on fait un bon produit, on a une image à vendre. Si on a un mauvais produit, on ment sur l'image et du coup, ça ne dure pas longtemps. Que là, c'est l'inverse. On a un bon produit à la base, du coup, c'est facile à vendre. Vous venez de voir l'exemple d'un éleveur laitier qui a su intégrer le tourisme dans la gestion de son exploitation de type biologique. Mais vous allez constater qu'il existe sur le secteur une grande diversité d'exploitation, de l'intensif à l'extensif. Dans tous les cas, le choix du système dépend de la philosophie de vie de l'éleveur. Allons plutôt voir M. Étienne, éleveur à Loqueltas, qui lui a développé un système de type intensif. Et vous avez choisi un système basé sur l'agriculture intensive, pourquoi? À l'origine, c'était pour avoir un nombre de vaches pas trop important à la traite, étant donné qu'on était équipé dans une petite salle de traite 2x5. Donc il nous fallait plus de 2 heures de temps à traire, à 2 personnes. Donc c'était relativement contraignant. Puis bon, nous, notre plaisir a toujours été d'avoir des animaux à haut potentiel aussi, avec une bonne génétique. On a misé plutôt sur les vaches à fort potentiel lait, de façon à optimiser au maximum le bâtiment existant. Donc, vous avez remplacé votre salle de traite par 2 robots de traite. Par quel intérêt? C'est essentiellement dû à l'aspect main-d'œuvre. Actuellement, dans le GAEC, on est 4 personnes. Donc d'ici 4-5 ans, on se retrouvera plus qu'à 2. Ça nous apportera davantage de souplesse grâce aux robots. Avec vos 2 robots de traite, vous disposez des outils de suivi de troupeaux relativement conséquents. Et quelle place votre technicien a aujourd'hui dans le suivi de votre troupeau? C'est vrai que le robot n'a pas changé grand-chose vis-à-vis de ça. On apprécie tout le temps l'œil extérieur du conseiller en élevage. Et c'est vrai que Claude, à ce niveau-là, nous apporte beaucoup d'enseignements. Effectivement, je travaille toujours en décalé, ce qui me permet d'avoir les résultats complets du contrôle pour pouvoir faire mon appui technique. Il nous donne aussi des infos par rapport à l'alimentation et au suivi du troupeau dans sa globalité, quoi. Un système intensif, bien réfléchi et fonctionnel. Je vous propose maintenant de faire un virage à 180 degrés en allant visiter l'exploitation de type extensive chez M. Gléhello à Loya, où il se plaît à dire « le bonheur est dans le pré ». Daniel, peux-tu nous présenter ton exploitation? Donc l'exploitation aujourd'hui est de 125 hectares. Elle a évolué depuis 8 ans, donc de 50 vers les 125. On est, mon épouse et moi, donc pour 420 000 de lait avec 60 hectares. Tu es donc passé d'un système intensif à un système extensif. Comment as-tu organisé cette transition? La difficulté de passer brutalement d'un système intensif
beaucoup d'aliments avec un système très pâturant, c'est de trouver ses repères. Et il faut sans doute beaucoup d'années pour trouver ces repères pour une bonne conduite de pâturage. Gabi est mon maître d'œuvre et mon référent en termes de conduite de pâturage. Donc on a démarré le chantier aussi depuis 7-8 ans, la monotraite partielle dans l'année, avec un confort de travail et en maintenant l'objectif numéro 1 de maintenir les résultats économiques et notamment le BE. Une belle exploitation, comme vous l'avez vu, en totale harmonie avec la nature. C'est en effet quelque chose de marquant sur le territoire qui ne compte aucun bassin versant contentieux. Ces éleveurs ont su intégrer les contraintes liées à l'environnement et développer des solutions alternatives pour réduire leur empreinte environnementale. Le secteur Ruis-Brocéliande est situé sur la zone la plus boisée de toute la Bretagne. On compte sur son territoire de nombreux bâtiments d'élevage qui produisent de l'énergie naturelle. De plus en plus d'éleveurs déposent en mairie des projets de construction d'unités de méthanisation pour recycler les déchets issus de leur exploitation, mais aussi des industries agroalimentaires. Les exploitations de type extensive ou biologique représentent d'ailleurs près de 25% des exploitations morbihanaises. À l'heure du développement durable, les équipes terrain BCL Ouest n'hésitent pas à chausser les bottes pour rendre visite aux éleveurs de Belle-Île-en-Mer. Depuis le début de cette émission, vous avez découvert un secteur aux multiples configurations. Pour conclure, nous allons recevoir Patrice Guiguian, éleveur à Béric et vice-président de Bretagne Conseil Élevage Ouest. Patrice, bonjour. Merci d'être là pour témoigner de la diversité et de l'adaptation du secteur Ruis-Brocéliande. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs pour conclure cette émission ? Nous sommes dans un secteur aux multiples contraintes, notamment climatiques, environnementales, urbaines et touristiques, notamment l'été sur le littoral. Mais malgré cela, chaque éleveur a pu trouver un intérêt sur son exploitation, sur la voie intensive ou extensive, voire agrobiologique et plus récemment sur le commerce de proximité. De par sa situation géographique, Ruis-Brocéliande est un secteur ouvert sur le Grand Ouest et pour preuve, de nombreux ponts sont déjà faits. Il ne reste plus qu'à cheminer ensemble. Merci Patrice pour cette conclusion et merci à tous pour votre attention. Et à très bientôt pour un prochain envoyé spécial BCL Ouest.